Ravi de vous retrouver pour le 20h ce soir sur RTI 1. Bienvenue à la une, le Wobélé Festival de Tafiré. Des centaines de festivaliers ont été découvrir la culture tagbana, dont le vice-président Thiemoko Meïlie Kone et plusieurs membres du gouvernement. Au centre de toutes les attentions, les diversités culturelles ivoiriennes, avec un accent particulier sur les alliances interethniques. 44e conférence ministérielle francophone, les 88 pays membres de l'espace francophone se sont réunis pour entre autres préparer la prochaine conférence des chefs d'État de l'organisation. La Côte d'Ivoire a réitéré sa volonté à soutenir l'organisation francophone. Cannes 2023, la région du Poro est fin prête. Cérémonie solennelle de remise de clés hier 4 novembre au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. L'infrastructure a une capacité d'accueil de 20 000 places. Et puis, ces manifestations de plusieurs milliers de personnes à Washington, elles appellent à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et dénoncent la politique américaine de soutien à Israël. Bonsoir à tous. Démarrons ce 20h à Yaoundé. Les 88 pays membres de l'espace francophone s'y sont réunis pour la 44e conférence qui a pour objet de préparer entre autres la 19e conférence des chefs d'État de l'organisation. Et la délégation ivoirienne a exprimé la détermination des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire à soutenir l'organisation internationale francophone. Franco Adio. Le logo du 19e sommet des chefs d'État de la francophonie à Paris dévoilé et des applaudissements. La 44e conférence ministérielle de Yaoundé s'achève donc, 48 pays ayant en partage le français et des expériences dont celle ivoirienne mises en avant durant les différentes sessions. À l'occasion de cette conférence, nous avons pu partager l'expérience de la Côte d'Ivoire et notamment tout ce que fait le président de la République aujourd'hui à travers bien sûr le programme Côte d'Ivoire solidaire, mais à travers aussi cette année 2023 qu'il a dédiée à la jeunesse. Partage, mais aussi positionnement. En l'occurrence, celui de la Côte d'Ivoire comme pays contributeur majeur. Le président de la République, à travers une contribution significative, accompagne et a accompagné la transformation que la secrétaire générale de la francophonie est en train de mettre en place. Derrière cette transformation, c'est aussi une volonté que notre institution, l'espace francophone, profite aux populations. En d'autres termes, la francophonie des populations, chaque pays membre appelé à œuvrer sous cet angle. Point d'orgue, le passage de témoin entre la Tunisie et la France, prochain organisateur de la conférence des chefs d'État de la francophonie. La langue française nous ressemble dans notre unité et dans notre diversité. Il a dit la semaine dernière le président de la République, Emmanuel Macron. Le sommet de la diversité annoncé par une secrétaire d'État italo-grecque de naissance et française d'adoption. L'idéal professé par l'OIF et tous se donnent rendez-vous à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre 2024 pour les joutes oratoires des chefs d'État de la francophonie. Et retour en Côte d'Ivoire pour un voyage au cœur de la culture tagbana, destination Tafiré, zone centre-nord, région du Hambol. La 3e édition du Wobélé Festival a réuni du beau monde, dont le vice-président Thiemoko Meïlie Kone et plusieurs membres du gouvernement ivoirien. La culture tagbana a été visitée dans tous ses compartiments avec un accent particulier sur les alliances interethniques. Le reportage est signé Soro Corona. Espace Yombélé de Tafiri. Le vice-président prend part au Wembélé Festival, un rendez-vous culturel de Tafiri. Des prestations pour montrer la bonne santé de l'Alliance Tagbana Yakuba. Nous sommes à la 3e édition du Wembélé Festival. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Ce rendez-vous culturel, touristique, gastronomique, artistique et sportif se veut un creuset de la promotion et de la valorisation du patrimoine culturel des sous-préfectures de Tafiri, Badika et Nedika. Nous avons mis en avant les danses, la langue, parce que nos langues se perdent aujourd'hui. Une forte délégation du Congo
composé de plus de 70 personnes conduites par les élus et autorités coutumières, représente le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de cette édition. Dans ce monde en perpétuelle mutation dominé par l'ascension galopante de la culturation, il est vital pour chaque peuple de travailler à réconcilier avec ses pratiques ancestrales, ses us et coutumes, d'où le Wambélé Festival. Avec l'engouement de cette édition, le représentant du Premier ministre exhorte les promoteurs à travailler à internationaliser le festival. Le ministre Amadou Koulibaly invite les jeunes à faire corps avec leur culture. Monsieur le Premier ministre, charge de vous adresser ces vives félicitations pour l'organisation de ce festival qui promeut la culture tagbana et spécifiquement tafié, se présente comme un creuset de cohésion. Une visite des stands a permis aux festivaliers de découvrir le savoir-faire du peuple tagbana en matière de tissage, de production de miel. Il s'agit, on va dire, de magnifier notre culture, en particulier la culture de la région du Hambol. Ce sont quand même des événements qui sont attendus. Le vice-président encourage la tenue des festivals qui sont des voies de développement d'un pays et de retour aux sources des jeunes. C'est un regroupement pour la culture et la culture est un élément essentiel pour nous qui vivons. Parce que nous avons besoin de savoir d'où nous venons, ce qui a été fait avant nous, ce que nous devons faire pour l'avenir et tout ce qui sera fait, même quand on ne sera pas là. C'est ça l'avenir. Le Wambélé Festival, c'est aussi des concours de danse traditionnelle, des cuisines, des concerts, des conférences, des panels et des activités sportives. La 3e édition du Wambélé Festival a pour thème jeunesse et développement. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, les sénateurs de la 2e législature ont bénéficié de séances de formation, un renforcement de capacité qui intervient à la veille de l'examen de plusieurs projets de loi. Kader Sogodogo. Fin du premier séminaire de renforcement de capacité des sénateurs de la 2e législature. Un programme riche et varié pour accompagner ces parlementaires à la réussite de leur mission. Je forme dès lors le vœu que cette 2e législature contribue à asseoir davantage l'importance de notre Chambre dans l'écosystème institutionnel de notre pays pour la satisfaction des attentes de nos populations. Les sénateurs se disent satisfaits des thèmes abordés durant le temps d'école. Ces 2 journées tombent à pic et nous permettront tous, chacun en ce qui le concerne, à pouvoir tenir son rôle de sénateur. Kandia Kamisoko Kamara est déterminé à servir l'excellence aux populations. Vous avez tour à tour bénéficié de présentations sur la place du Sénat dans le système institutionnel ivoirien. Les droits, obligations, incompatibilités liées au mandat de sénateur, la procédure législative, les mécanismes et outils du contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques, les enjeux de la diplomatie et de la coopération parlementaire. Vos interventions pertinentes, vos contributions de grande qualité, ainsi que les discussions fort animées dans une atmosphère sereine et studieuse, témoignent de votre volonté affichée de maîtriser tous les rouages indispensables à l'accomplissement de vos missions constitutionnelles. De la salle des cours à l'hémicycle, il y a juste un pas à franchir. L'examen des projets de loi démarre le mardi 7 novembre 2023. Il est relatif au statut de la fonction publique avec comme émissaire du président de la République le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouleto. 200 jeunes Ivoiriens ont été formés au métier de la plomberie sanitaire au centre de métier de l'eau. Au terme de leur apprentissage, ils ont reçu les conseils avisés du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, Chris Diomandé et Walter Amadou Ouattara pour le reportage.
Après 4 mois de théorie et 2 mois de pratique au sein du Centre des métiers de l'eau, CEMO, 200 jeunes bénéficiaires du projet de formation par apprentissage au métier de plomberie sanitaire sont désormais aptes pour s'insérer dans le tissu social. Coût du projet, 180 millions de francs CFA. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique vise à répondre à un besoin. Ce projet est né d'un double constat. D'un côté, on constate que nos clients ont beaucoup de fuites dans leurs installations intérieures. Et ces fuites-là font perdre de l'eau. L'eau est une ressource rare. Il ne s'agit pas de gaspiller cette ressource en laissant toutes ces maisons avec des pertes. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est que nous avons un parc d'abonnés qui est en grande croissance. C'est un vrai marché sur lequel de jeunes entreprises peuvent se positionner. Pour les bénéficiaires, cette formation est une réelle opportunité. Au sortir d'ici, je pourrais bien exercer le travail de plombier sanitaire. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, accompagne ces jeunes durant leur apprentissage. Le FDFP s'est engagé dans ce projet en raison de sa pertinence et aussi parce que vous donnez l'opportunité à 200 jeunes d'acquérir des compétences dans un secteur très spécifique. Visage concret de la matérialisation de l'action du gouvernement en faveur des jeunes, selon le ministre Mamadou Touré. Avec le professionnalisme qui est mis dans la formation, avec les nouveaux outils qui sont mis à votre disposition, vous êtes la première génération de jeunes bien formés, mais vous avez une lourde responsabilité. Vous êtes des ambassadeurs pour ce corps de métier. Des travaux ont été appréciés par le ministre et sa délégation. Ces maquettes présentent les réseaux d'adduction en eau potable, les salles d'eau, les outils et les raccordements pour les installations. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Ils s'étendent sur la période 2023-2025. Dans le domaine agricole, la filière palmier à huile a dernièrement connu une crise, essentiellement autour des prix d'achat et de vente. Pour parler des solutions mises en place, le directeur général du conseil EVA palmier à huile était l'invité du magazine de ce dimanche. Un extrait de son entretien avec Hamza Diaby. Le principe, donc, c'est de repartir entre les différents acteurs les prix internationaux. Et ces principes ont été consacrés par la loi qui met en place le Conseil. Et c'est à partir des prix internationaux que la matrice détermine le prix d'achat du régime et le prix d'achat de l'huile brute. Voyez ? Et je dois rappeler qu'en Côte d'Ivoire, nous consommons près de 70% de l'huile raffinée produite localement. Et donc, le marché, essentiellement, c'est le marché local. Vous avez 30% à l'export, mais tout est déterminé en réalité par le marché local. Et donc, quand vous passez en revue cette matrice, vous vous rendez compte que quand il y a des distorsions sur le marché mondial, cette matrice, on ne peut plus l'appliquer. Vous voyez ? Et donc, en appliquant la matrice, on a un niveau de prix, mais qui ne peut pas être appliqué parce qu'on a des acteurs au niveau mondial qui ont subventionné fortement leurs huiles et ces huiles-là se retrouvent nettement moins chères. Et donc, il y a une distorsion de marché qui nous oblige aujourd'hui à être dans cette démarche de discussion, de négociation. Et donc, justement, c'est l'objet pour lequel nous avons demandé l'arbitrage du ministre d'État. Et le 31 octobre dernier, le ministre d'État a donc reçu les opérateurs de la filière pour parvenir à un compromis. Si on veut chiffrer ce qui a été consenti par chacun des collèges, entre le prix calculé et le prix qui a été donc accepté, c'est autour de 8 francs, donc 8 000 francs la tonne. Les usiniers de la première transformation, c'est ceux qui produisent communément ce qu'on appelle l'huile rouge. Eux, ils ont fait un sacrifice autour de 65 000 la tonne pour permettre à l'ensemble du système d'être en équilibre. Le Forum sur le commerce et l'investissement a réuni à Londres les investisseurs britanniques et les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Plusieurs entreprises ivoiriennes ont pris part à cette deuxième édition. Angela Diallo nous dit ce qui en ressort. Une quinzaine de dirigeants d'entreprises ivoiriennes, les responsables de la CGECI et de la Chambre de commerce et d'industrie constituent la délégation de la Côte d'Ivoire à Londres. Ils prennent part au Forum sur le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest et du Centre.
La chef de la délégation, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, a présenté les opportunités d'investissement. Il y a eu des présentations très intéressantes de la part de nos entreprises et on a aussi remarqué qu'il y avait un intérêt manifeste des entreprises britanniques pour le marché ivoirien. Ce forum a été également l'occasion pour la délégation ivoirienne de s'enrichir du savoir-faire des entreprises britanniques et ce à travers des visites terrain. La délégation ivoirienne a pu s'imprégner de l'expertise des industries britanniques, mais a aussi présenté le climat des affaires et la stabilité du pays, propice aux investissements. Ce forum s'inscrit dans le cadre des relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et les pays francophones d'Afrique occidentale. L'enjeu pour le Royaume-Uni étant de diversifier ses partenaires pour de nouvelles relations d'affaires. Et on change de secteur d'activité dans l'enseignement supérieur. Le projet des centres d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact sur le développement tient son 10e atelier régional. Des universitaires et experts venus de tout le continent ont demandé plus d'implication des gouvernements et également des bailleurs de fonds. Walter Amadou Ouattara. Après 4 jours de réflexion axée sur les thématiques de l'environnement, l'eau, les TIC, l'énergie, l'ingénierie, les mines et l'urbanisation, ces experts et universitaires africains ont accordé leur plan d'action. Un point clé est au centre de leur vision commune, à savoir la promotion de la durabilité des réseaux régionaux afin de faire avancer significativement les actions du projet Centre d'excellence de l'enseignement africain pour l'impact sur le développement. Pays d'accueil de ce 10e atelier régional du CEA Impact, la Côte d'Ivoire réaffirme sa confiance aux atouts de la recherche vue comme un moteur de développement. Les centres d'excellence sont aujourd'hui reconnus comme des centres de création de connaissances, de recherche et d'innovation qui contribuent à la croissance économique, à la résolution des problèmes sanitaires et à l'amélioration de la qualité de vie. Les partenaires techniques et financiers doivent augmenter l'investissement dans l'enseignement supérieur pour garantir un financement adéquat. Également, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le directeur de cabinet, professeur Hassen Kobea, encourage les membres des centres d'excellence à poursuivre et à consolider la dynamique de solidarité africaine à travers les sciences. Il insiste sur le partage d'expériences pour le développement du continent. En santé, les CHU de Cocody et de Yopougon ont reçu du matériel médical et également des produits pharmaceutiques pour un coût total de 50 millions de nos francs, un don de la fondation Lonassi afin de contribuer à une prise en charge plus efficace de certaines pathologies spécifiques. Grâce Kando. Le service de neurologie du CHU de Cocody accueille en moyenne 50 patients par jour. Il traite entre autres pathologies, la méningite, les accidents vasculaires cérébraux et les paralysies. Ce centre est en proie à plusieurs difficultés. Ces malades qui restent longtemps couchés parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils font des escarres, on appelle des plaies au point d'appui. Quand la plaie est très profonde, elle va jusqu'aux muscles même, parfois jusqu'aux os, le malade peut rester pendant 2 mois ou plus même. Et parfois, malheureusement, il y a l'infection qui gagne tout l'organisme, une septicémie, et on perd ces malades-là. Un cri du cœur entendu par la fondation Lonassi, elle vient de faire don de matériel composé entre autres de lits spécialisés, d'appareils pour oxygéner les malades et des aspirateurs. La fondation Lonassi ne s'arrête pas à Abidjan. Elle vole à travers tout le pays et s'efforce de donner du sourire aux populations ivoiriennes. C'est dans cette droite ligne que s'inscrit l'action de la fondation Lonassi aujourd'hui par la remise de ce matériel au CHU de Cocody. Le service de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon n'a pas été oublié. Il a reçu également du matériel médical et des produits pharmaceutiques pour soulager les enfants malades du rein. Merci à la Fondation. Avec tout ce qu'elle vient de nous donner, ça nous permet de continuer à accompagner les enfants malades du rein, à soutenir les parents. L'enfant malade du rein
notamment celui qui a une insuffisance rénale aiguë, a besoin de dialyse. 5 à 6 dialyses pour un coût de 500 000 permettent de sauver définitivement le rein. Ces différents dons sont évalués à plus de 50 millions de francs CFA. La Fondation Lunasi, de par sa mission, s'est sentie interpellée. Et donc c'est avec beaucoup de joie et d'émotion, beaucoup d'honneur aussi que nous avons remis ce lot à l'équipe. D'autres dons sont prévus par la Fondation en vue de contribuer à l'épanouissement des populations. On se rend maintenant dans le village de Noumoussou, département de Ouangolodougou, dans le nord ivoirien. Le président du conseil régional du Tchologo, également député de Ouangolodougou, Kawara, y a rencontré les populations. Cela dans le cadre de la tournée de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble qu'il a entamée. Le reportage de Jean-Yves Zadi est commenté par Charles Tatou. C'est la place publique du village de Noumousso, dans le département de Ouangolodougou, qui a servi de cadre d'échange entre les populations et le député de la localité. Traoré Drissa est venu rencontrer les populations porteurs de messages de sensibilisation à la culture de la paix, la cohésion sociale et au vivre ensemble du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs, président du conseil régional du Tchologo. Je suis venu voir mes parents pour parler de la paix, de la cohésion et de vivre ensemble. Parce que la paix est préalable à tout développement. Donc, que ce soit le président de la République, que ce soit le président du conseil régional du Tchologo, nous regardons dans la même direction qui est le sens de la paix et de la cohésion sociale. Une action saluée par l'ensemble des populations du village. Au nom de toute la population de Torlan-Noumousso, nous demandons à tout le monde de s'enquérir des enseignements de l'honorable Traoré Drissa qui ne cesse de nous parler de la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Comme le dit toujours le conseil régional Téné Birahima Ouattara et le président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs dons, notamment des chaises, bâches et du numéraire, ont été offerts aux différentes associations des femmes et des jeunes du village de Noumousso. Dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les femmes de Zozo au Lisriboué, département de Lakota, viennent elles aussi de recevoir un appui matériel et financier. Et cela vient d'un cadre de la région. Il s'agit pour lui de donner un coup de pouce à l'autonomisation de ces femmes. Walter Amadou Ouattara. Le directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères, aux côtés des femmes de Zozo au Lisriboué, dans le département de Lakota. Sam Wakouboué leur offre un tricycle et une enveloppe pour l'achat de boutures de manioc. Cela afin de les aider dans la marche vers l'autonomisation financière. Les 14 associations de femmes réunies au sein de la fédération dénommée Djoussoukele, qui totalise 430 membres, trouvent en ce geste une motivation. Simple ménagère qui chaque matin machette à la main et un panier sur la tête prend le chemin des champs. Unis comme les brindilles d'un balai, nous relèverons le défi. Après avoir installé Apia Marie dans son fauteuil de présidente de cette fédération, le parrain du jour affirme que l'autonomisation de la femme est bénéfique non seulement pour la famille, mais aussi pour la société tout entière. Partager ensemble avec elle leur esprit du vivre ensemble. Le vivre ensemble que prône bien le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Fédérer leurs forces dans le but d'aider à l'autonomisation de la femme. Il était important pour nous de venir les soutenir. Quand la femme a, c'est toute la famille qui a quelque chose. Le donateur salue également cette union des femmes issues de toutes les ethnies de la localité. En sport, Cannes 2023, cérémonie solennelle de remise de clés du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Il a une capacité d'accueil de 20 000 places. Le ministre a délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie assure que la région du Poro est fin prête pour cette Cannes. À Mississauga. Korogo pour accueillir la Cannes 2024. La clé de son stade flambant neuf remise au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjesilas Mech, par la société chinoise en charge des travaux.
Cette infrastructure, baptisée du nom de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, fait la fierté de toute la région. C'est un honneur pour nous et un bonheur aussi, parce que ça porte le nom de notre fils Amadou Gon Coulibaly. Une grande joie que je ne puisse exprimer. Sinon vraiment, on sent qu'il fallait qu'on ait un tel joyau à Korogo. Ça nous manquait dans le district des Savants. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo est doté entre autres de 20 000 places entièrement couvertes avec toutes les normes internationales, des vestiaires et plusieurs bureaux, salles de réception, de conférences et de médias. Le député maire de Korogo, Ouattara Lassina, promet prendre soin de ce joyau. Donc c'est l'occasion pour moi d'appeler à la mobilisation des jeunes, des cadres, des opérateurs économiques de notre commune afin de mettre en place une équipe de football compétitive à Korogo. La Confédération africaine de football CAF est séduite par la qualité de l'ouvrage, surtout par la pelouse. Donc on a vu ce chantier évoluer et puis revenir là, voir une des plus belles pelouses d'Afrique. Ce que j'ai vu là aujourd'hui, oui. Et puis c'est un stade magnifique. Ceux qui vont jouer ici, ils auront beaucoup de chance. Les supporters qui vont venir ici, ils auront beaucoup de chance parce qu'ils seront dans de très bonnes conditions pour suivre leurs équipes. Coût des travaux du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, près de 50 milliards de francs CFA. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjesilas Mech, représentant le Premier ministre, traduisent leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cet ouvrage. C'est un sentiment de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui a permis justement la construction de ce stade ici à Korogo. Bien évidemment, nous avons également vu les prochaines compétitions et nous avons pour devoir de faire en sorte que Korogo accueille, à l'instar des autres villes, Cannes, les plus belles Cannes de la Côte d'Ivoire. Nous allons travailler à la mobilisation et faire en sorte que nous ayons de très belles compétitions ici. 40 ans après l'édition de 1984 organisée par le président Félix Houphouët-Boigny, après le président Félix Houphouët-Boigny, c'est son fils, le président Alassane Ouattara, qui organise encore la 34e édition de la CAN. Le nouveau stade de Korogo reçoit sa première rencontre sportive avec la Champions League féminine de la CAF qui démarre ce dimanche 5 novembre 2023. Elle va durer 10 jours. Et justement, pour le match inaugural de cette compétition dans le nouveau stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, les Ivoiriennes de l'Atlético d'Abidjan ont tenté de faire honneur aux couleurs nationales, mais sont tenues en échec par les Marocaines du Sporting de Casablanca, un but partout lors de ce match inaugural de la compétition. Et voyons pour terminer l'actualité internationale dans le reste du monde, en bref, et c'est le 7 sur 7. Le président américain Joe Biden a déclaré lundi son intention de mettre fin à la participation du Gabon, du Niger, de l'Ouganda et de la République centrafricaine au programme commercial de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA. Cette annonce intervient en réponse à ce que le président Biden qualifie de violation flagrante des droits de l'homme et l'incapacité des pays concernés à réaliser des progrès constants dans la sauvegarde du pluralisme politique et de l'état de droit. Un convoi de la mission des Nations Unies au Mali, composé de plus de 100 véhicules, parti de Kidal mardi matin, est en route pour Gao. La MINUSMA quitte ainsi son camp de cette ville du nord du pays. Cette évacuation anticipée se déroule dans un contexte de sécurité tendu. La mission de l'ONU, composée de 15 000 soldats et policiers et dont plus de 180 membres ont été tués, doit quitter le Mali d'ici au 31 décembre en raison de la demande formulée par les autorités maliennes. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne et une vingtaine de pays ont signé mercredi au Royaume-Uni la déclaration de Bletchley pour un développement sûr de l'intelligence artificielle lors du premier sommet international consacré à cette technologie. Cette déclaration historique marque le début d'un nouvel effort mondial visant à renforcer
la confiance du public avec l'intelligence artificielle en veillant à ce qu'elle soit sûre. Pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. Le président rwandais a fait cette annonce jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. La mesure vise à stimuler la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Le chef de l'État rwandais a en effet mis en lumière le potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée. Le roi Charles III et la reine Camilla ont achevé vendredi leur visite d'État au Kenya. Le couple royal s'est envolé pour Londres en début d'après-midi, après 4 jours de visite dans ce pays d'Afrique de l'Est. Depuis sa visite, le souverain, engagé de longue date pour l'environnement, a également mis l'accent sur la lutte contre le changement climatique. Toute la journée du samedi, des marches contre la guerre et contre Benjamin Netanyahou ont eu lieu dans le monde, y compris en Israël. L'armée israélienne avait poursuivi son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël s'est de nouveau alourdi, avec désormais 39 morts recensés et toujours 9 disparus. Un journaliste radio a été tué par balle à son domicile aux Philippines. Ruan Jumalon enregistrait une émission en direct sur l'île de Mindanao, au sud de l'archipel, lorsqu'il a été abattu par un homme armé. Le suspect s'est introduit dans la pièce où le journaliste avait aménagé son studio de radio, arguant qu'il souhaitait faire une annonce à l'antenne selon un communiqué de la police. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal et toutes nos éditions sur rti.info. Agréable fin de soirée et à demain lundi sur RTI 1.